Donc, nous allons, voilà le protocole. Hein. Nous allons passer la parole à Madame Ngom, l'adjointe, la directrice adjointe de la directrice du Centre de recherche et de documentation du Sénégal, qui nous accueille et avec qui il y a un partenariat durable à travers le protocole que nous avons signé avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. La directrice étant absente de Dakar, elle est très bien représentée ici par Madame Ngom. Je voudrais vraiment, en votre nom à tous, la remercier pour l'ensemble des facilités et des dispositions. Donc, elle va prononcer le mot de bienvenue. Ensuite, je reviendrai pour, du côté de l'IA, également délivrer le message de l'IA. Ensuite, Béatrice prendra la parole au nom du réseau pour délivrer le message. Et ensuite, Emmanuel va expliquer le programme. Et après Emmanuel, on va vous donner la parole pour vous présenter. Chacun va se présenter, exprimer ses attentes, dire un mot sur son projet de recherche, et ce sera la cérémonie, disons, de mutualisation. Compte tenu des contraintes de Madame Ngom, dès après la présentation de Emmanuel, elle pourra, dans sa discrétion habituelle, se retirer et sa présence continuera à être parmi nous. Elle va nous accompagner et elle veille à ce que tout se passe dans les bonnes conditions. Donc, voilà le protocole pour cette première cérémonie d'ouverture. Encore une fois, on s'excuse pour les retards, pour nos amis qui nous suivent de loin. Je vois Marius, je vois Linda et certainement d'autres qui vont se joindre à nous. On s'excuse pour ce retard dû à des questions techniques de mise en place, mais je pense que nous allons commencer le travail en ce moment-là. Donc, je vais passer la parole à Madame. Je m'appelle Mariam Ba, je suis chef des services administratifs ici au Centre de recherche et de documentation du Sénégal. Donc, je représente la directrice, Madame Nyan, Fatima Fall, qui est empêchée hors du Sénégal actuellement. Et en son nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue ici au Centre de recherche et de documentation du Sénégal. Donc, nous remercions vivement le professeur et son équipe d'avoir bien voulu choisir cet endroit pour le déroulement de cette activité très importante sur le thème apprivoiser les chiffres pour s'en emparer. Donc, Afrique francophone, 18e et 19e siècle. Donc, les chiffres sont très importants, comme vous l'avez si bien dit dans la note conceptuelle. Et nous vous souhaitons plein succès dans vos travaux et nous espérons vivement avoir une copie ou bien un document sur les résultats de ces travaux que vous allez faire du 3 au 15 juin, Inch'Allah. Donc, nous vous remercions encore. Nous vous souhaitons plein succès dans ces travaux-là et nous sommes vraiment ouverts à vous accompagner dans ce processus. N'hésitez pas à nous dire ce dont vous avez besoin et nous ferons le nécessaire, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et je déclare la cérémonie ouverte et je laisse à Madame le soin de dérouler le programme. Merci beaucoup. Une fois, merci pour votre disponibilité. Merci pour toutes les facilités. Dans la tradition de l'Institut avancé de Saint-Louis, c'est le partenariat est quelque chose de très important. C'est ce partenariat que nous conduisons avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à travers le CRDS. Également, c'est ce partenariat
qui est à la base de l'affiliation de l'IA au réseau Count. Ce réseau, Béatrice reviendra, qui s'est engagé à créer les conditions d'une meilleure prise de conscience et d'une appropriation des usages des chiffres, leur interprétation, leur utilisation dans la conduite d'études, tant au plan quantitatif qu'au plan qualitatif. Même si nous avons une démarche qualitative principalement, la capacité de pouvoir intégrer les chiffres donne une plus-value à notre recherche. C'est cela qui est extrêmement important et nous nous réjouissons de recevoir les collègues qui sont là. Certains d'entre vous sont en train de terminer ou sont au début de la thèse, d'autres viennent juste de terminer leur thèse et s'engagent dans une phase de maturation de leur projet de recherche. Nous avons pensé qu'il était très important de réunir ensemble cette plateforme qui regroupe des chercheurs d'horizons divers et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir les collègues du Sénégal, les collègues du Cameroun, du Niger, également des collègues qui sont en France, à Madagascar. Nous sommes très heureux de les regrouper ici et de vous mettre en interface avec des chercheurs seniors qui vont présenter, qui vont faire les présentations. Et vous allez voir que dans la première partie, nous allons vous mettre en interface avec des chercheurs seniors qui vont prendre le prétexte des thèmes de présentation pour vous initier à leur propre expérience d'utilisation des chiffres. Cela vous permettra d'emmagasiner un certain nombre de connaissances, de compétences et de voir comment appliquer ces éléments d'information par rapport à votre propre recherche. Notre objectif, c'est de vous amener à remettre en cause vos propres résultats de recherche pour les revisiter dans une optique de pouvoir davantage questionner les usages que vous avez fait des chiffres, tant au plan de l'envergure, de la portée, mais également au plan de la qualité. Et la documentation mise à votre disposition, c'est pour vous permettre à la fois de pouvoir prendre en charge ces nouvelles données et de les appliquer, de faire ce transfert de compétences dans vos propres travaux. Nous pensons donc que vous avez chacun d'entre vous a sa manière particulière de réceptionner les informations qui sont remises à votre disposition et de voir comment se remettre en cause dans le cadre de l'acquisition d'une plus-value de recherche. C'est l'objectif que nous avons fixé et nous pensons que si nous arrivons avec votre groupe à pouvoir améliorer la production de vos thèses ou la production de vos livres que vous allez publier à partir de votre thèse déjà soutenue, nous pensons que ce sera quelque chose de très important. Nous avons également privilégié l'interaction par les pairs, c'est-à-dire entre vous. Vous constituez une communauté de chercheurs. Et nous pensons qu'en vous mettant ensemble, en vous permettant d'échanger sur vos travaux de recherche, sur vos préoccupations, sur vos itinéraires, vous allez pouvoir tisser un réseau nouveau qui sera un élément d'enrichissement dans votre carrière professionnelle pour votre propre développement.
crois que cela est très important. Aujourd'hui, la recherche est telle que on ne peut plus s'isoler. Et c'est dans ce sens que nous saluons aussi la présence des représentants du réseau des étudiants et des jeunes chercheurs africains. Linda est là. Ils sont en train de participer au symposium, le symposium virtuel sur repenser l'image de l'Afrique. Et c'est un programme africain, une ambition africaine des jeunes chercheurs pour pouvoir apporter leur contribution à la modification, à la transformation de l'image de l'Afrique dans le monde. Donc, nous sommes très heureux de les accueillir et de voir effectivement que nos travaux sont suivis. C'est ce réseau large qui doit être renforcé et qui devrait pouvoir effectivement nous permettre de marquer des progrès dans le sens de faire avancer l'idéal du réseau Count. Je pense que cela est très important et il faut que chacun et chacune d'entre vous puisse effectivement prendre sa part de responsabilité et mettre à contribution tout ce dispositif. Voilà ce que je voudrais dire en le mot de message de l'IA, en attendant que nous puissions rentrer dans les détails. Dessous, je vais passer la parole à Béatrice pour le message du réseau Count. Merci beaucoup, Babacar. Je ne sais pas, peut-être le micro, je ne sais pas si on m'entend bien. Enfin, voilà. Alors, merci. Bon, je suis vraiment ravie de vous rencontrer parce qu'on se connaît parfois, mais pas, je ne connais pas tout le monde. On a lancé cet appel il y a quelques mois. Et alors, bon, je vais vous présenter très rapidement le réseau CONT. Le réseau CONT, c'est en fait un réseau qui est financé par le CNRS, donc un institut, le Conseil national de la recherche scientifique français, et qui, pour 5 ans, va soutenir un projet sur les chiffres. Compter. Bon, les chiffres en Afrique francophone. Ce projet a un financement qui n'est pas énorme, mais un financement qui vise à, finalement, favoriser les échanges entre des chercheurs français et des chercheurs africains bon, sur les chiffres. Chiffres, on le verra de façon très, très générale. Hein. C'est pas seulement la statistique, la comptabilité, mais c'est très général. L'idée étant, en fait, de créer une école, ça veut dire un groupe de recherche qui serait animé par des chercheurs en Afrique et qui serait aussi animé par des chercheurs, pourquoi pas en France, en Europe, aux États-Unis. Donc l'idée, c'est de stimuler, disons, les approches, hein, aussi diversifiées soient-elles, les approches des chiffres. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très 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 contente de vous voir là, parce qu'apparemment cette idée de réfléchir ensemble aux chiffres, de développer les approches et les approches critiques du chiffre, cette idée a un succès qui n'était pas forcément évident, puisque en général vous êtes des gens qui sont plutôt en histoire, plutôt en sociologie, plutôt d'une façon générale en sciences humaines et sociales, et qu'en sciences humaines et sociales, on n'aime pas trop les chiffres. Donc, c'était un espèce de pari. Et je suis très contente aussi que le CNRS ait soutenu ce pari-là. Allons donc voir ailleurs qu'en France si un appel autour des chiffres peut convenir. C'était un pari et visiblement ce pari marche parce qu'on a eu beaucoup de réponses. Hein. Quand on a lancé cet appel, on a eu, je sais plus, une trentaine de propositions de gens qui auraient bien assisté à cette école doctorale. Alors après, vous savez comme moi, il y a des questions de coût. On aurait pu être 30, on aurait pu être 50, ça aurait été encore mieux sans doute, peut-être un peu trop, mais bon. Mais il y a des limites budgétaires, voilà. Alors, bon, et du coup, vous êtes le fruit d'une sélection assez rigoureuse, une sélection complètement, le jury était complètement international, hein, parce qu'il y avait des collègues du Cameroun, des collègues de Madagascar, des collègues évidemment du Sénégal, dont bien sûr Babacar, et puis des collègues aussi français. On a pris chacun des dossiers et le critère de sélection, en fait, ça a été de se demander dans quelle mesure chacun pouvait finalement animer un groupe autour de cette question des chiffres, quel que soit le niveau, c'est-à-dire qu'il y a le niveau le développement de la recherche. Vous avez des post-docs parmi vous, donc qui ont déjà soutenu leur thèse.
il y en a même depuis un bon moment, il y en a qui sont en plein dans la thèse, dans la rédaction de la thèse, il y en a qui, au contraire, sont en orientation parce qu'ils sont encore en master. Alors, ça peut être aussi pour des raisons gouvernementales, parce qu'au Cameroun, par exemple, il n'y a pas eu d'inscription en thèse cette année. Bon, voilà. On a privilégié aussi, on s'est intéressé, bien entendu, pour que la sauce prenne, pour que vous puissiez trouver, vous, entre vous, évidemment, des points communs, bon, qu'il y ait une synergie qui se dégage, bon, de vos échanges. Vous allez passer 15 jours ensemble. J'espère que ça vous épouvante pas. Je ne pense pas, hein. On ne prendra pas du retard. Désolée pour ce retard ce matin. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter à l'université de Lille, mais on ne prendra pas de retard comme ça tous les matins. Donc, je pense qu'on va bien travailler ensemble. On va vous demander, mais ça, on va en parler à la séance prochaine, on va vous demander de travailler aussi pour que les échanges soient constructifs, donc des lectures, hein, des réflexions, des participations aux différentes séances. Et voilà. Donc ça, c'est l'un des objectifs du réseau Compte. En réalité, hein, mettre des gens ensemble pour discuter, réfléchir ensemble aux chiffres. Voilà, alors ce réseau, à l'occasion de ce réseau, il y a un autre projet qui a été, dont vous résultez en fait, enfin dont votre présence résulte, hein, qui a été déposé et c'est un International Research School. C'est ici, la recherche. C'est quoi? On peut dire International Research School. Donc, c'est une école, en fait, et c'est ce qui se passe là pendant les 15 jours. Hein, une école qui est également financée par le CNRS, donc le même organisme, hein, et qui permet à tout le monde hein, de se retrouver ici. Moi, je voudrais, pour finir, hein, et bon, voilà, donc les deux sont liés, pour finir, évidemment, remercier bien l'institution qui nous accueille, hein, le CRDS. Merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous manifestez pour ce réseau, puisqu'il y a 2 mois, 3 mois, on avait déjà organisé ici 2 jours qui étaient des manifestations du réseau Kunt, justement. Hein. Et alors, merci aussi beaucoup à l'IEA de Saint-Louis du Sénégal et à Babacar, hein, qui nous héberge au sens propre, Emmanuel Sibeux et moi, et puis qui permet aussi hein, qu'il y ait des rencontres et qui fait vraiment, là, et puis qui organise tous les côtés logistiques et pas que logistiques, aussi amicaux, etc. Dans cette très belle place de Saint-Louis du Sénégal. Donc voilà, on aura le temps d'en parler beaucoup hein, du réseau Compte. Je ne sais pas si vous êtes dans la liste. Hein. Moi, j'ai envoyé les liens à tous les gens du réseau. C'est toujours très difficile parce que initialement, il y avait 30 personnes à Madagascar, au Sénégal, il y en a au Gabon aussi, pour le continent africain, hein, d'Afrique francophone. Il y a aussi des gens, bien entendu, au Sénégal, il y a aussi des gens qui se trouvent un petit peu partout. Donc au début, il y avait, et maintenant, moi, la liste, elle fait à peu près 120 personnes. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'envoie un mail, c'est une catastrophe qui me revient parce que c'est trop, enfin bon, bref, donc j'envoie 10 mails. Donc voilà, bon, mais moi, c'est pas grave, hein, je peux passer du temps à faire ça au contraire. Donc c'est pour vous dire que cet intérêt du chiffre, hein, visiblement, est très partagé. Et voilà. Et merci parce que vous allez faire vivre ce réseau. Alors, je vais vous parler là d'une chose, enfin, on en parlera encore tout à l'heure, mais ce réseau s'appuie sur un carnet de recherche qui est accessible, bien entendu, complètement gratuitement sur Internet et qui s'appelle, pour aller vite, parce que ça se retient, Chiffre Empire. Ce carnet de recherche Chiffre Empire, on en reparlera, on aura vraiment l'occasion d'en reparler, mais aujourd'hui, justement, il est fermé parce qu'il est en maintenance et c'est sur ce carnet de recherche que j'avais mis le lien pour se connecter. Donc voilà. Mais c'est sur ce carnet de recherche que vous allez individuellement apparaître comme participant à ces journées-là, à cette quinzaine de jours hein, de recherche et puis d'école en fait. Hein. Bon, on vous demandera de faire des produits écrits, des petites capsules vidéo, et différents de comptes rendus hein, sur un certain nombre de sessions pour justement d'abord garder des traces de ces 15 jours et puis ensuite vous faire connaître. Il n'y a pas de raison, ça peut être aussi vous mettrez ça dans vos CV, enfin bon bref. Et puis que vous voyez aussi vous que les travaux que vous allez faire pendant ces 15 jours vont porter des fruits, que ça ne s'évapore pas comme ça dans la nature. Nous en aurons besoin pour la continuité du projet
parce que l'idée, ce serait aussi, hein, bien entendu, de refaire des journées comme ça, avec d'autres participants éventuellement, que vous pourriez animer, et puis où on pourrait, alors là c'est une question de budget, mais attirer, accueillir aussi, hein, pourquoi pas, des chercheurs qui seraient d'autres continents, pourquoi pas français, parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer beaucoup pour des questions de coût, ça me paraît un petit peu logique. Je ne vous promets pas, parce que ce serait complètement une promesse de gascon, comme on dit en France, ça veut dire n'importe quoi en gros, hein. Je ne vous promets pas évidemment de vous retrouver dans un an aux Archives nationales du monde du travail, aux Archives nationales d'outre-mer, de la France d'outre-mer, parce qu'on n'en aura pas les moyens. Il faut aussi qu'on ait conscience, hein, de ça. Mais rien n'empêche que virtuellement, vous voyez, il faut juste 1 heure et demie pour que ça marche, hein, mais ça finit par marcher. Rien n'empêche que virtuellement, on reste bien entendu et par le carnet en contact, et voilà. Donc, merci de votre présence. On aura le temps de faire connaissance de façon beaucoup plus détaillée, hein, évidemment, au cours de ces 15 jours. Et voilà, je vais passer la parole à Emmanuel. Bon, alors moi, je dois dire que je suis très contente d'être ici dans cette école d'été parce que d'abord, comme directrice de thèse, je sais à quel point les écoles d'été, c'est important pour la formation des doctorants. Et c'est important parce que ça vous permet effectivement, Babacar vous l'a déjà dit, ça vous permet de bien former vos réseaux de pairs et d'aller au-delà en fait de votre école doctorale, votre université. Et ça, c'est vraiment très important. Je suis très contente aussi parce qu'en fait, alors c'est Béatrice qui m'a entraînée dans cette aventure parce que je travaille assez peu avec les chiffres, je dois le dire. Depuis, on a commencé à la fin de l'année 2020, c'était pas une période très faste, hein, on a eu un peu du mal. On a continué et vous verrez que on anime tous les ans depuis 2021 un séminaire. Alors c'est un séminaire qui a lieu à Paris, mais on s'arrange toujours pour que ce séminaire soit aussi en ligne. Alors, il est en ligne et il est accessible par Zoom et il est enregistré et vous le retrouverez sur la page Chiffres Empire, vous retrouvez les séances. Mais c'est mieux si vous pouvez venir et c'est vrai qu'on a vu petit à petit la liste des participants de ce séminaire s'étoffer et c'est très bien parce que ça permet de prendre des choses sous tous les angles différents. Alors, je vais conclure ces propos introductifs en vous parlant un petit peu de l'organisation. Alors, donc, on est ensemble pour 15 jours. Alors, malheureusement, moi, je peux rester qu'une semaine. Mais donc, alors, c'est long. Ça veut dire que vous allez beaucoup travailler. Et c'est bien parce que ça laisse le temps de réfléchir, de savoir quelles questions vous allez avoir envie de poser, de revenir vers nous, les intervenants, pour faire des demandes. Et c'est aussi la fonction d'une école d'été que vous puissiez venir vraiment vers tous les intervenants. C'est bien sûr un peu plus compliqué par rapport à ceux qui sont en ligne et comme on sera dans le cadre de sessions Zoom, il faudra les laisser parler et leur poser un peu de questions, mais il n'y a jamais assez de questions. Mais par contre, ça veut dire qu'on ouvre là un canal de communication et que si vous avez besoin d'interagir avec ces chercheurs et ces chercheuses, ils se mettront tous très volontiers à votre disposition. Alors, les journées seront longues. Donc, on a construit une alternance en fait de 3 types d'activités. Donc, vous écouterez et vous pourrez discuter ensuite des interventions qui seront proposées par des chercheurs et des chercheuses confirmées qui ont l'habitude de travailler avec les chiffres et qui travaillent de façon très, très différente avec les chiffres. Donc là, ce sera très classique, donc des présentations suivies d'une discussion. Il y aura ensuite des séances pratiques. Alors là, on va tout le temps alterner, même dans la première semaine, séances plus théoriques et séances pratiques. Dans les séances pratiques, on vous demandera de participer. On va commencer par quelque chose de simple qu'on pratique tous, c'est-à-dire par la lecture en commun d'articles. Et on vous demandera vraiment que ces articles, on les discute ensemble. Et donc, il faudra les avoir lus. Et je pense que on va commencer par une séance introductive en vous expliquant ce qu'on attend de vous dans ces séances de discussion d'articles. Et les premières lectures, ça sera donc, c'est jeudi ou il y a une séance, ta séance est avant jeudi. Jeudi, on commencera jeudi. Donc, il faudra vraiment que vous ayez lu pour jeudi et vraiment que vous ayez lu attentivement le texte pour pouvoir en discuter. Alors, vous pouvez arriver aussi avec les questions que vous vous posez par rapport au texte et avec et puis dire, bon, je ne suis pas arrivée à rentrer dans ce texte pour telle et telle raison. L'essentiel, c'est qu'on puisse discuter. Troisième type de séance qu'on va vous proposer, et là, ce sera plutôt dans la deuxième semaine et à partir du mercredi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Là, on va vous demander de présenter vos travaux.
et de les présenter d'abord tels que vous les présentez, tels que vous les avez conçus, etc. Et puis d'interagir aussi avec tout ce que vous avez entendu et de nous dire comment vous pourriez utiliser tout ce qui vous a été dit, tout ce qui a été discuté, tout ce qui a été apporté dans la discussion par les intervenants, mais aussi par vous, parce que vraiment, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui fabriquez la discussion. Alors de façon très très classique, parce qu'on est des universitaires un peu expérimentés, on a systématiquement proposé donc qui est un animateur de séance, qui est celui qui mène la séance et qui vous apporte le contenu, et quelqu'un qui modère la séance, qui va surtout s'assurer qu'il y aura suffisamment de temps de laisser pour la discussion. On aimerait beaucoup que vous vous impliquiez aussi dans la modération. Donc, s'il y a un thème qui vous intéresse particulièrement, et vous nous le dites, et on vous proposera d'être le premier ou la première, ou vous pouvez vous mettre à deux pour lancer la discussion avec les questions. La première question, c'est toujours difficile après une discussion, donc c'est bien s'il y en a qui prennent ça en charge et qui réfléchissent un peu à l'avance et qui se tiennent prêts pour lancer la discussion. Mais c'est vraiment, on est dans une logique d'échange, donc c'est vraiment important que vous puissiez participer autant que vous le souhaitez. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose dans les modalités pratiques? Moi, j'ai oublié quelque chose. Ben oui, enfin, du coup, je complète. C'est, vous avez envoyé, il y a un lien vers Google Scholar. Je sais pas, la page là. C'est très scolaire. J'ai rien trouvé de mieux. C'est vraiment pas une pro de Google. J'ai rien trouvé de mieux. Alors, fréquenter ça, je crois que tout le monde à peu près y est allé. Fréquenter ça, pourquoi? Parce que c'est sur Google Scholar que j'ai réussi. J'ai réussi à rentrer les articles que vous avez à lire, ce qui vous évite de les chercher partout. Bon, j'ai réussi aussi à, je sais pas pour m'envoyer des fleurs, mais vous avez beaucoup d'informations sur les différentes sessions. Dès que par exemple des intervenants à des sessions m'envoient leur documentation, c'est la documentation, cette documentation, je la mets sur Google Scholar et toutes les sessions sont classées par numéro. Donc, c'est pas très difficile pour eux de voir, pour vous, hein, de voir comment se repérer. Si les intervenants m'envoient des documents, c'est pour que vous les lisiez avant. Vous pouvez les lire après aussi, mais bon, il vaut mieux les lire avant. Comme ça, vous serez beaucoup. Il y aura une session qui sera beaucoup plus dynamique. Hier, par exemple, j'ai reçu pour la session, je ne sais plus quel numéro, j'ai reçu des documents. Lisez-les avant parce que ça veut dire qu'on vous lance une perche pour justement déclencher un petit peu, enclencher un certain nombre de discussions. Donc ça, c'est Google Scholar. C'est la première chose. Et puis, seconde chose, on vous demandera aussi tout à l'heure quelles sont vos attentes par rapport à. Ça me paraît très important, mais ça, tu l'as dit, mais j'insiste là-dessus. Parce que, bon, on est des universitaires un peu anciens, c'est un peu chevronnés, enfin bon, voilà. Mais n'empêche que, moi, je pense que, et j'en attends beaucoup de ces échanges avec vous, parce que toutes ces questions du chiffre, vous allez nous faire. Enfin, moi, en tout cas, progresser, c'est sûr, parce que on va beaucoup gagner tous à l'échange, en réalité. Et pour qu'on gagne à l'échange, il faut que tout le monde joue le jeu, en fait, c'est-à-dire échange, en fait. C'est aussi un des objectifs de ça, que cette question du chiffre puisse s'élargir, progresser, se diversifier. Vous la posez sans doute d'une façon différente, chacun d'ailleurs, et par rapport à nous, enfin, c'est ça, je crois, c'est tous ces échanges-là qui vont. Bon. Dernière chose, parce qu'après je m'arrête, il faut vraiment me bloquer sinon. Mais dernière chose, je répète bien, quel que soit votre niveau alors soit la carrière universitaire, administrative, tout ça, je crois qu'on a vraiment tous beaucoup à apprendre, des gens qui commencent la recherche, qui l'ont déjà fait et qui veulent se projeter dans autre chose. C'est ça la richesse de ces échanges. Bon, voilà, même si vous ne travaillez pas exclusivement, d'ailleurs personne ne le fait ici, sur les chiffres, c'est la façon dont vous les approchez, c'est ça qui va vraiment nous enrichir. Et puis peut-être qu'au bout de 15 jours, on va conclure que le chiffre n'a aucun intérêt. J'en sais rien. En tout cas, il faut qu'on arrive à, ça m'étonnerait, mais enfin bon, moi en tout cas, ça changerait beaucoup de choses. Mais bon, vous voyez, c'est tout ça, toutes ces réflexions. Il faudra qu'on arrive ensemble à une conclusion. Alors, il y a deux conclusions. La première, qu'est-ce qu'on fait demain alors qu'on va se quitter? Tout le monde va s'envoler dans des horizons qui sont les siens. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de ces échanges? Il n'y a pas que, c'est pas que le site qui va nous aider à ça. Et puis ensuite, voilà, quelles sont les projections, quels sont les projets d'avenir, comment est-ce que l'on pourrait renouveler ou prolonger nos échanges et puis les élargir aussi. Voilà, désolée, j'ai pris la parole. Merci, c'est très bien. Je voudrais juste
exprimer aussi une préoccupation de ma part. Vous êtes là et vous constituez une cohorte. Et c'est très important que chacun et chacune d'entre vous comprenne sa part de responsabilité, ce qu'on attend de vous. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous puissiez vous investir dans cette formation, dans ces 15 jours. Vous investir, cela veut dire que il faudrait que vous consacriez du temps à étudier les documents mis à votre disposition, à préparer chacune des séances et à pouvoir participer de façon active à la discussion. Vous allez recevoir, nous avons mobilisé des experts d'expérience qui vont vous parler et qui vont s'attendre de votre part à une participation, à des réactions, à des questions, à des commentaires qui leur permettent de se faire une opinion de vous. Et nous ne souhaitons pas que les experts que nous avons mobilisés se disent que le groupe a un niveau faible. Or, pour ne pas avoir un niveau faible, il faut s'investir, il faut travailler. Cela veut dire que il faut que vous organisiez pour que dès après chaque soir, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous puisse consacrer en moyenne 1 heure, voire 2 heures de temps, non seulement à faire le point de la journée, mais à préparer la séance de lendemain. Si vous ne faites pas cela, cela va se faire sentir. Nous ne nous étions pas organisés pour que vous retrouviez pour faire du bavardage. Et je vous assure, à chaque fois qu'un professeur fait une intervention dans une classe, la capacité de l'audience à sortir le professeur de ses retranchements pour déployer ses ressources est fonction de votre niveau de préparation et de votre participation. Je crois que cela est très, très, très important. Et ça, c'est notre attente. Donc, il ne faudrait pas que tout l'investissement que nous avons fait soit considéré comme de faible portée parce qu'on n'aura pas eu le répondant de votre. Donc, vraiment, nous insistons beaucoup sur l'investissement individuel. Et nous avons consacré presque tout le week-end pour vous laisser le temps de rattraper, d'approfondir vos lectures dans ce que nous avons appelé les séances de travaux personnels. Nous allons voir les réaménagements de l'agenda. Nous allons faire ces réaménagements-là. Mais encore une fois, la base, c'est véritablement l'investissement individuel. Et à chaque séance, on peut se rendre compte de qui a préparé, qui n'a pas préparé, à travers votre niveau de participation. Et je crois que ça, c'est très important. En tout cas, c'est ma demande, c'est la demande de toute l'équipe enseignante, hein, que vous soyez à la hauteur des investissements que nous avons faits, de la mobilisation des personnes qui ont accepté de consacrer du temps, soit en ligne, soit en présentiel, pour venir, pour vous rencontrer, pour interagir avec vous. Je crois que cela est très, très, très important et je voudrais, au nom de l'équipe enseignante, vous exprimer cela. Je pense que nous allons commencer la partie de présentation. Hein. Je m'appelle Bataweton Jean Parfait. Je viens de l'Université de Maroc, Cameroun. Je suis en 3e année de thèse.
Et nos travaux portent sur la contribution des étudiants camerounais formés en Chine dans le développement socio-économique du Cameroun. Donc, fondamentalement, nous voulons montrer dans nos recherches comment et quels sont les mécanismes que les étudiants camerounais utilisent pour apporter leur contribution dans le développement socio-économique du Cameroun. Comment s'y prennent-ils de retour au Cameroun? Nos attentes peut-être dans le cadre de cette école d'été, c'est peut-être d'acquérir des connaissances transversales afin d'améliorer notre parcours doctoral, d'acquérir des connaissances également à la fin de cette école d'été. Et comme le disait le professeur Bakafal, peut-être d'intégrer véritablement les chiffres dans nos différents travaux afin qu'elles puissent avoir, que nos travaux puissent avoir une plus-value à la fin. Donc voilà, présenter de manière succincte ce sur quoi nous travaillons et quelles sont nos attentes. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire sur quel type de source, avec quel type de source vous travaillez? Bon, nos sources sont diverses. On a des sources écrites, on a des sources orales et on a des sources, j'ai envie de dire, archivistiques. Oui, nous travaillons davantage sur des données que nous avons récoltées sur le terrain en faisant des collectes de données et autres auprès de ces étudiants camerounais formés en Chine. Il faut dire que notre thèse porte précisément sur 102 étudiants camerounais que nous avons interrogés et voir dans quel domaine ils s'intègrent ou dans quel domaine ils exercent pour apporter leur contribution socio-économique au Cameroun. Moi, c'est Maïmouna Christelle, doctorante en histoire économique et sociale à l'Université de Maroua au Cameroun. Alors, mon sujet de thèse est intitulé L'épargne dans les grandes aires culturelles du Cameroun. 2 points: introduction, appropriation et fonctionnalité du 19e au 21e siècle. Alors ici, je m'intéresse, comme document que j'utilise ici, je m'intéresse principalement aux documents d'archives, à savoir les rapports de tournée dans les différentes villes du Cameroun, mais aussi les rapports du gouvernement français adressés à la Société des Nations et aussi et après à l'Organisation des Nations Unies, qui justement abondent de données sur le flux ou alors la circulation de ces étoffes durant la période coloniale. Et à côté de ces données, à côté de ces archives, je m'intéresse également aux ouvrages spécialisés, notamment les ouvrages sur le pain en Afrique, pour essayer de comprendre toute la dynamique ou alors tout le processus des circuits de commercialisation ou alors des circuits d'importation et de production de ces différentes étoffes. Bonjour à tout le monde, moi c'est Aonisa Fakaro, étudiante en doctorat à l'Université de Yaoundé 2e année. Je travaille sur la contribution du contrat de désendettement et de développement au Cameroun, plus précisément sa contribution socio-économique. Dans mon travail, je retrace d'abord les différentes initiatives de la France en matière de désendettement au Cameroun. Et pour ce faire, j'utilise beaucoup plus les archives et les sources orales. Les archives pour pouvoir recenser ce qui a été fait en ce qui concerne le contrat de désendettement et de développement dans les tirs de change du Cameroun. Et ces archives sont récupérées au niveau des ministères et aussi à l'Agence française de développement. Les sources orales pour connaître ce qui a été fait, si les populations sont satisfaites, si les résultats ont un véritable impact sur les populations. À travers ce réseau, j'aimerais comprendre les chiffres parce que je suis un peu embrouillée au niveau des chiffres coloniaux, sur la dette coloniale beaucoup plus. Je me retrouve avec plusieurs documents, avec des chiffres différents.
des données différentes. J'aimerais bien connaître comment les interpréter. Et pareil, au niveau du contrat de désendettement et de développement, il y a une différence entre les chiffres produits par l'Agence française de développement et les chiffres produits par les ministères camerounais. J'aimerais bien connaître comment je vais me placer pour produire ces chiffres dans mon travail. Et Aliou Mbaye, je suis professeur au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis, c'est le lycée qui est de jeunes filles, tout près. J'ai eu à travailler dans le cadre d'un mémoire de maîtrise sur la maison Morel-Prom de Saint-Louis, c'est-à-dire une maison de commerce bordelaise qui, dans la première moitié du 19e siècle, s'est déployée à Saint-Louis. Ensuite, j'ai travaillé sur le petit colonnat français dans le commerce sénégalais, toujours dans la première moitié du 19e siècle. Voilà, dans le cadre d'un projet de thèse, j'envisage d'intégrer la question des chiffres et j'ai adopté comme nouveau projet de thèse des chiffres grille de lecture de l'histoire du Sénégal de 1817 à 1854. Donc, je veux comprendre comment, à travers les chiffres, on peut arriver à comprendre, par exemple, le déploiement massif des commerçants français, comment dirais-je, des commerçants français à Saint-Louis. Ensuite, comment ce déploiement a entraîné, n'est-ce pas, la marginalisation des acteurs locaux, n'est-ce pas. Deuxième centre d'intérêt, c'est en fait lorsque, dans cette première moitié du 9e siècle, les commerçants européens, les commerçants français en particulier, se sont établis à Saint-Louis, il y avait déjà des commerçants qui avaient des unités de mesure. Et comment l'administration coloniale a progressivement entraîné, imposé par exemple une unité de mesure métropolitaine. Et est-ce que les acteurs locaux, est-ce qu'ils ont continué à utiliser ces unités de mesure traditionnelles dans certains endroits qui sont un peu éloignés de l'emprise coloniale? Donc ça également, c'est en fait un centre de recherche. Autre élément, c'est en fait le processus de monétarisation de l'économie. C'est-à-dire il y avait effectivement des monnaies, des produits, il y avait le troc, il y avait des monnaies, des tissus qui étaient utilisés comme monnaie. Et donc, par le biais de l'impôt, n'est-ce pas, la puissance coloniale va progressivement entraîner la disparition de certaines monnaies et imposer une monnaie. Donc, quelles sont les mesures prises par la puissance coloniale, n'est-ce pas, pour rationaliser le commerce, n'est-ce pas, et imposer sa vision? Voilà. Est-ce qu'à travers les chiffres, est-ce qu'on peut constater, n'est-ce pas, ces changements majeurs, n'est-ce pas, qui se sont opérés dans le commerce? Voilà. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des unités de mesure, mais il y a en fait la mise en place du système métrique. Donc, comment, par exemple, ces unités de mesure qui ont existé ont été remplacées par le système métrique? Quelles sont les stratégies utilisées et quelle a été la réaction des acteurs locaux face à ces mesures donc, prises par l'administration coloniale? Donc, voilà de manière ramassée les actes de réflexion que je compte développer donc dans le cadre d'un projet de thèse. Merci. Moi, c'est Daniel Inama. Je suis doctorant ADEM, à l'Agence de la transition écologique, en première année. Je fais une thèse en sciences politiques sous la double direction de Fabrice Bardec et de Boris Samuel. Ensemble, on a soumis à l'ADEM un projet sur gouverner les performances des plus pauvres, la diplomatie des indicateurs de la mine à l'heure de la transition écologique.
Alors, l'idée, c'est de dire, de plus en plus, on observe un déferlement d'indicateurs de performance qui semble ne pas exclure le champ de l'extraction industrielle minière comme artisanale dans la plupart des pays pauvres. Alors, pays pauvres, pas par l'évidence, mais par la construction ou le vocable qu'en donne la Banque mondiale. Et à partir de ce moment, on se dit, ces initiatives qui font en quelque sorte une promotion des indicateurs de performance en demandant aux gouvernements locaux de produire chaque année des rapports chiffrés, parce qu'effectivement, la question de savoir, la quantification, d'où elle sort là-dedans. Donc, la production de ce rapport fait l'objet à la fois des régulations expertes et d'enjeux géopolitiques. Pour la simple raison qu'on a observé en fait, lorsque le Cameroun, le Sénégal ou la Gambie ou le Gabon intègrent l'ITIE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, la France, par exemple, pour ne prendre que la France, qui, par son relais, la Nouvelle-Calédonie, fortement investie dans les industries extractives, n'en fait pas partie. Alors, la première question s'est posée, comment comprendre que certains États adhèrent à l'ITIE et d'autres non? La deuxième question, beaucoup plus sur cette affaire de chiffres, est de dire, finalement, quels sont les effets des l'étalement à 3 échelles, à l'échelle internationale où les indicateurs sont produits, à l'échelle nationale où ils sont en quelque sorte adoubés, et à l'échelle locale, parce que la mine, elle présente une distribution de l'espace dans la plupart des hémisphères nord, avec un centre et une périphérie. Alors le modèle, il se déplace. À l'intérieur, c'est-à-dire au niveau national, effectivement, on observe un centre décisionnaire et une périphérie où les mines sont extraites. Au niveau international aussi, on peut d'une certaine façon reproduire le modèle centre-périphérie avec un centre qui importe et une périphérie qui met ce qu'on appelle met en ressource les matières premières. Donc, finalement, c'est quoi les effets d'une gouvernance à distance par les indicateurs de performance? À quel niveau se situent les appropriations? Est-ce que finalement le processus d'import-export se fait sans conséquence à la fois pour des producteurs et pour les récepteurs? En voilà quelques-unes des questions qu'on se pose. Et le travail se situe un peu à l'intersection de plusieurs disciplines. Vu qu'on est en pleine maturation, on réfléchit à la fois à l'approche STS, sciences techniques société, avec un parti pris pour l'anthropologie de la mine, tel que développé par les travaux de Pierre-Yves Lemeur sur la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est les 2 territoires qu'on mobilise, c'est le Cameroun et la Nouvelle-Calédonie. Et on se situe également à l'intersection, effectivement, de la sociologie de l'international, avec les récents travaux de Guillaume Devin, je vous ai dit de Boris Samuel également, et enfin, sur une perspective d'écologie politique, avec un tout petit peu les travaux de Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale. Donc, on réfléchit un peu à toutes ces perspectives-là, et mes attentes pour ce séminaire, c'est de discuter encore pour continuer de maturer le projet. Comme matériau empirique, on va mobiliser à la fois une première démarche ethnographique, à la fois l'ITIE, avec qui nous sommes en contact pour essayer d'obtenir des stages, pourquoi pas mener des entretiens également. On a obtenu l'accord du bureau régional au Cameroun pour y faire 3 mois d'observation. Question de mener également des entretiens. Et à la confrontation de ces éléments-là, nous essaierons sur les 2 prochaines années de produire un manuscrit de thèse. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Randré Maïfa Alex Claudio, vous pouvez m'appeler tout simplement Alex. Je suis doctorant en 2e année
à l'université d'Antananarivo, en Casso, à Madagascar. Et mon thème concerne l'histoire maritime et construction de la mentalité insulaire à Madagascar entre le 18e et le début 20e siècle. Là, donc, ça s'est axé surtout entre les Mirna et les Betsimsarak de la côte Est. C'est un peu un thème centré sur une histoire des mentalités, mais quand même, dedans, on peut quand même exploiter les chiffres. Et mes sources archivistiques sont des sources aux archives royales de Madagascar, parce que là-bas, il y a des sources archivistiques originaux qui datent de 1825 jusqu'en 1897, produits par des Malgaches avant la colonisation. Et donc, ce sont ces matériaux qui vont être les principales sources que je vais utiliser et mes sources d'analyse, parce que ces archives-là contiennent des tableaux statistiques, des statistiques vraiment d'une manière rudimentaire, parce que là, il y a l'écriture du malgache en caractère latin. Donc, 2 ans tout simplement après la mise en place de cette écriture de la langue malgache, l'administration royale a déjà donc produit des archives écrites vraiment d'une manière rudimentaire et qui s'est évoluée jusqu'à la fin de la période royale, et ça va basculer à la colonisation et l'administration coloniale. En voyant ces sources archivistiques très très riches, ils vont l'exploiter avant de mettre leur propre style archivistique. Et dans tout ça aussi, j'aborde le paradoxe entre une population côtière, les Betsimsarak, qui vont se tourner vers l'intérieur, tandis que la population Mirne, qui vient du centre de Madagascar, vont tourner vers la mer. Donc il y a une sorte de paradoxe entre les deux populations qui est dans un contexte de unification menée par le royaume Mirne pour fonder ce qu'on va appeler le royaume de Madagascar. Et dedans, donc, au début, je n'ai pas pensé à vraiment mettre le chiffre au centre de mes analyses. Peut-être quelquefois, interprétation de statistiques et tout ça. Et donc, pour ces 2 semaines d'échange, ce que j'attends, c'est de dépasser le stade d'interprétation des chiffres et des statistiques. J'aimerais surtout approprier l'historiographie des chiffres. C'est ce que moi, personnellement, j'attends surtout, et j'espère à la fin de cet événement pouvoir évoluer donc dans ma thèse et aussi intégrer cette nouvelle approche historiographique. Merci. Bonjour, moi c'est Saïd Peyou, l'Université de Douala. Je travaille sur les questions foncières. Le titre de ma thèse c'est Accès à la terre et conflits agraires dans le Mungo. Le Mungo, c'est une zone du littoral au Cameroun, assez peuplée des étrangers, des migrants venus des autres régions. Donc, pendant la période coloniale allemande et la politique de mise en valeur du territoire, l'administration coloniale avait procédé à l'implantation, bien à encourager l'immigration des populations qui venaient de l'ouest du Cameroun pour s'intégrer dans le Mungo. Pendant la période coloniale française, la France qui arrive après la Première Guerre mondiale, la France va aussi encourager cette immigration. Et à partir de la crise de 1929, l'immigration va s'accentuer dans le Mungo, créant plus tard un conflit agraire entre les 2 groupes ethniques, Bamileke et les autochtones. Donc, dans ce travail, on essaye, premièrement, d'analyser la perception foncière autochtone et avec l'introduction du droit coutumier moderne, donc l'antagonisme que crée l'introduction, la marchandisation foncière. La conception foncière endogène n'accepte pas l'aliénation foncière. Avec la marchandisation foncière, il y a une nouvelle perception de la chose foncière qui est introduite dans la société des populations du Mungo. Et cette perception va créer un conflit entre les 2 tribus, les 2 groupes ethniques.
Donc, nous avons utilisé dans ce travail le rapport annuel de l'administration coloniale, le journal officiel. Donc, et on se rend compte que la manipulation de ces chiffres crée en quelque sorte des conflits parce que d'autres, il y a des groupes ethniques qui se disent être plus imposants que les autres, et cette perception-là crée des antagonismes. Le Mungo devient une zone de conflit latent. Donc, c'est un peu ça. Nous attendons à la sortie de ce séminaire d'apprendre comment manipuler les chiffres, comment repérer la politisation, comment on a politisé les chiffres dans le Mungo. Donc c'est un peu ça. Merci. Moi c'est Emmanuel Chessi, Université de Tchang, Cameroun. Étudiant en doctorat niveau 3. Je travaille sur la production de la norme juridique par l'exécutif au Cameroun. Alors l'idée de ce travail, c'est de montrer comment l'exécutif se sert-il du pouvoir réglementaire qui est un mécanisme propre à l'exécutif pour concentrer et conserver le pouvoir durant la période de 1957, qui est l'année de la naissance de l'exécutif camerounais, qui était dirigé par le tout premier ministre André-Marie Mbida, et l'année 1996, qui est une année beaucoup plus avec des enjeux, puisque c'est une année où on promulgue une nouvelle constitution. Au-delà de cette constitution, nous avons un problème, les élections municipales de cette année. Nous avons, il est certes vrai que le régime en place remporte la plupart des mairies, mais certaines mairies stratégiques sont remportées par l'opposition. Maintenant, pour conserver et contrôler le pouvoir à travers un acte nomateur, le président de la République va nommer dans ces mairies-là les délégués de gouvernement qui, à cette période-là, seront des personnes qui vont contrôler véritablement le pouvoir. Alors, ici, il y a toujours un débat entre mon encadreur et aussi mes enseignants, c'est comment insérer cette partie des chiffres et les normes. Parce que là, on se rend compte que de 57 à 96, il y a beaucoup plus la notion de l'ordonnance que le régime utilise pour gouverner. C'est comment donc associer cela, puisque quand on étudie beaucoup plus le journal officiel, qui est ma source primaire, on se rend compte que les textes réglementaires prônent sur les textes législatifs, à savoir les lois et bien d'autres. Donc il y a beaucoup plus cette évolution-là. On voit un peu la notion de pouvoir, la notion de gouvernance. On voit beaucoup plus tous les actes-là ont tendance à renvoyer le pouvoir autour de l'exécutif en place. Donc c'est de montrer donc comment est-ce que l'exécutif se sert de ces normes pour concentrer, conserver et contrôler le pouvoir. Donc mes attentes pendant ce séminaire sera vraiment d'associer la notion de chiffres et des normes juridiques pour pouvoir montrer vraiment l'apport de cette concentration de pouvoir. Les médicaments formels ainsi que la prégnance des médicaments de la rue. Comment est-ce qu'on a essayé de montrer le circuit de fonctionnement des médicaments, de distribution des médicaments formels dans la région de l'extrême nord, ainsi que les causes de la prégnance des médicaments de la rue dans la région de l'extrême nord, qui était beaucoup plus axée sur la récession économique, qui était le facteur clé donc, de cette prégnance des médicaments de la rue dans la région de l'extrême nord. Je suis également coordonnatrice du programme de lutte contre la tuberculose dans la région de l'extrême nord. Et avec cette casquette, donc, pour le postdoc, je me suis intéressée à l'identité flottante des réfugiés et des ex-combattants de Boko Haram. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à eux? C'est parce que pendant les descentes sur le terrain, on s'est rendu compte qu'avec la promiscuité, on avait tellement de cas de tuberculeux déjà dans les différents camps. Et la prise en charge était pas très évidente. Pourquoi? Parce que le protocole mis en place par les différents gouvernements qui étaient présents
présents dans la région étaient assez complexes. Donc, du coup, on s'est intéressé à eux. Pourquoi? Parce que le statut varie de chaque camp, c'est-à-dire des réfugiés, des déplacés ou bien des ex-combattants. Par exemple, chez les réfugiés, on a tendance à prendre en charge, la prise en charge sanitaire, elle est totale, contrairement chez les déplacés, elle n'est pas totale. Et chez les réfugiés, elle est prise en charge par l'UNHCR. Et ma spécialité, c'est l'histoire de la santé. Donc, du coup, je m'intéresse à leur prise en charge et également pourquoi est-ce qu'il y a cette identité qui flotte encore entre, puisqu'on ne connaît véritablement pas encore le statut, surtout des ex-combattants ou des retournés de guerre de Boko Haram. Je me suis intéressée beaucoup plus au verbatim. Donc, c'est beaucoup plus des verbatim qui font partie de mes sources. Et également à certains articles et ouvrages du professeur Saïdou Issa. Oui, nous travaillons beaucoup plus avec le professeur Saïdou, puisqu'il s'est intéressé beaucoup plus à la question des crises, des crises au Cameroun, au Rozo et dans la région de l'extrême nord avec Boko Haram. Et également, on s'intéresse également à beaucoup d'archives et également des rapports de l'UNHCR pour pouvoir élaborer et finaliser ce projet. Merci. Mesdames les professeurs, monsieur le professeur, bonjour. Très chers camarades, bonjour aussi. Je m'appelle Fofon Koumarius. Je suis en contrat doctoral à l'Institut de recherche historique du Septentrion. C'est à l'Université de Lille. Je travaille sous la direction de la très réputée professeure Béatrice Touchelet. Je fais une thèse sur la coopération statistique et je m'intéresse notamment au rôle qu'a joué la France dans le cadre de cette coopération, dans la production des statistiques en Afrique, notamment au Cameroun et au Sénégal. Je m'intéresse sur la période qui va de 1960 à 1980, une période consensuelle. En effet, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse notamment aux acteurs, parce que dans le cadre de la coopération, il y a une pratique coloniale de production des statistiques qui impliquait la France d'une certaine manière du fait de sa présence, que ce soit au Cameroun ou au Sénégal, et qui, du fait de cette présence et du fait qu'elle administrait ou ces territoires devaient produire des statistiques avec la cession des territoires de ces pays à l'indépendance, la donne a changé, mais la France intervenait toujours d'une certaine manière. Nous nous intéressons donc à cette présence française dans le cadre de la production des statistiques, mais sous la forme de la coopération statistique. Et nous travaillons, nous nous intéressons notamment aux acteurs, à ceux qui intervenaient dans la production des statistiques, dans la rédaction des documents, des publications contenant les résultats de ces différentes statistiques. Pour ce qui est des documents que je consulte dans le cadre de ma thèse, des sources. Il y a deux types de sources majeures. Dans un premier temps, il y a les sources écrites de manière générale, avec une priorité mise sur les archives. Dans les archives, en ce qui concerne les archives, il y a deux types d'archives. Il y a notamment les publications que j'ai consultées à l'INSEE, qui sont les résultats des statistiques. Et je vais aussi m'intéresser au dossier spécifique des archives, qui était la résultante du déroulement de la production des statistiques qui sont dans différents centres d'archives que je consulte progressivement. Il y a aussi les sources orales. On a beaucoup parlé des sources orales. Excusez-moi. J'ai identifié un certain nombre d'acteurs qui sont intervenus dans la production des archives au Cameroun, au Sénégal et même au Mali ou au Burkina Faso, qui vont nous permettre de comprendre un certain nombre d'informations que nous avons recensées et qui vont permettre de pousser l'analyse dans le cadre de la rédaction de la thèse. Je peux notamment citer, pour ce qui est du Cameroun, M. Tani, qui a travaillé à la direction des statistiques
de la comptabilité nationale, ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Je peux citer pour ce qui est du cas du Burkina Faso, un certain nombre d'acteurs et même un intervenant que nous aurons, avec qui nous allons discuter la semaine prochaine. Je vais revenir sur ces personnes un peu plus progressivement dans le cadre de la présentation que j'aurai l'occasion de faire. Et je profite de l'occasion pour vous remercier de nous avoir sélectionnés parmi les personnes qui ont la chance de participer à ce programme et surtout de bénéficier de vos précieux conseils. Merci. Merci pour la parole donnée. Merci pour la parole donnée. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Aïssatou Soaibou, enseignante à l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. J'ai fait une thèse de doctorat sur l'éducation de la jeune fille et le salariat. J'ai essayé d'analyser l'impact de l'acquisition du savoir et du capital économique sur la dynamique des rapports de genre. J'essaie de montrer comment est-ce que l'éducation, comment est-ce que l'accès au capital économique transforme les rapports sociaux entre hommes et femmes dans la région de la Damawa. Et je fais du genre un domaine transversal dans les recherches. Au niveau, pour ce postdoc-là, j'ai eu à présenter un article sur la double peine des femmes victimes de conflits, viols en terrain de guerre et prostitution en période d'asile. Partant donc des représentations endogènes des femmes, nous allons essayer de montrer comment cette dernière est sujette de viol, de prostitution en période de conflit armé, nonobstant l'existence des lois de protection. Nous nous sommes intéressés aux fréquences de cette double peine de la femme fragilisée par les conflits. Comme approche, nous nous sommes investis, nous avons eu à interroger certaines victimes, notamment à l'extrême nord du Cameroun. Nous avons également exploité les rapports d'activité d'ONU Femmes, du HCR, les articles également du professeur Saïbou Issa à l'extrême nord du Cameroun, doyen de la faculté des arts et lettres de sciences humaines à l'université de Maroua. Comme attente, nous voulons approfondir notre compétence dans le domaine, dans l'approche quantitative. Parce que jusque-là, nous nous sommes toujours focalisés sur le qualitatif et nous voulons également voir dans quelle mesure l'intégrer aussi dans l'enseignement, au-delà de la recherche aussi, comment l'intégrer dans l'enseignement. Parce que lors des investigations pour la rédaction de cet article, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés, surtout au niveau des statistiques. Les acteurs intervenant dans les VBG, que ce soit au niveau du NOZO ou dans l'extrême nord, ne travaillent pas en synergie, ce qui fait que s'il faut les statistiques des victimes de viol ou bien de prostitution, on se retrouvera avec des doublons. Parfois, nous nous retrouverons avec des doublons. Et aussi, ces acteurs la principale difficulté, c'est le fait qu'ils ne travaillent pas en synergie, ils travaillent en micro. Le micro qui est en principe censé être informé, qui est le sectoriel compétent en matière de lutte contre les VBG, devait en principe, je me dis, centraliser, c'est-à-dire le devait être informé, les acteurs devaient rendre compte, impliquer le MINPROF pour espérer avoir une harmonisation dans les données. Bonjour à tous, donc moi c'est Rabbi Manazara Niambi. Je suis doctorante à l'Université d'Antananarivo de Madagascar avec le thème de recherche citoyens et vie politique dans le district de Fenaratsua durant la Troisième République
1992 à 2010. Fianarantsoa, c'est un site en chef-lieu de province dans la partie sud de Madagascar. Et c'est un centre qui détient la deuxième place en matière d'électeurs appelé Antananarivo. Donc, je choisis ce district. Pourquoi? Parce que en faisant des analyses sur les pratiques politiques et aussi sur la participation politique des citoyens malgaches, on peut voir à travers ce district les différents facteurs qui influencent les choix politiques des citoyens par rapport à un candidat. Il y a d'abord les facteurs économiques, c'est-à-dire le niveau de vie de chaque électeur, mais aussi les facteurs sociaux, c'est-à-dire l'âge, le niveau intellectuel, etc. Mais surtout les facteurs géographiques, c'est-à-dire que quand on est en ville, on est beaucoup plus sensibilisé par rapport à la politique. Mais quand on est à la campagne, on ne connaît rien. Ensuite, on est aussi sous pression des acteurs politiques par rapport au choix d'un candidat. Donc, j'ai fait ces analyses à partir des sources, surtout basées sur les résultats des élections disposées à la assisée haute cour constitutionnelle à Antananarivo, mais aussi à partir des enquêtes oraux. Il y a beaucoup des acteurs politiques de la période qui sont encore vivants et je faisais des enquêtes. Et aussi sur les journaux, articles des journaux de la période étudiée. Mon souci par rapport à mes études, c'est que les documents administratifs de la période à Madagascar ne sont pas encore ouverts, c'est-à-dire les archives politiques ne sont pas encore ouvertes pendant cette période. Donc, je n'ai pas vraiment des sources administratives sur la période. Cependant, j'ai comblé par rapport à des enquêtes sur les acteurs, les leaders politiques de la période, ministres, députés, etc. Et sur les simples citoyens aussi. C'est-à-dire les simples citoyens qui ont voté pendant la période de la Troisième République. Mes analyses portent aussi sur, à part les élections, donc sur les documents électoraux, je fais aussi des analyses par rapport à la participation au mouvement populaire. Parce que durant la période étudiée, il y a les grèves, les mouvements populaires de 1991, c'est-à-dire avant le basculement vers la Troisième République, mais surtout la crise de 2002, qui était une crise politique très dure à Madagascar. Donc, c'est à peu près tout ça. Mon attente par rapport à l'atelier ici, c'est que je voudrais avoir beaucoup plus clair sur la méthodologie d'approche sur les chiffres en matière historique, parce que je suis parfois perdue entre la méthodologie de sociologie politique et de la science politique sur les résultats des élections. Donc, j'espère qu'après cet atelier, j'aurai une idée claire par rapport à l'interprétation des chiffres en histoire. Merci. Éric Marcel Onana est mon nom, et moi c'est l'abréviation de Éric Marcel Onana. Alors, il y a quelques années, j'ai défendu une thèse intitulée Les politiques statistiques, les politiques et les institutions statistiques au Cameroun. 1921 date des premières expériences statistiques au Cameroun sous mandat franco-britannique. Et 2001 jusqu'en 2001 date de l'élection de ce qu'on appelait la SCN, la comptabilité en Institut national de la statistique. Alors, c'est une thèse que je peux appeler une thèse fourre-tout, parce que c'était premièrement un défi. Elle est fourre-tout parce que c'est une thèse qui est interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans de l'économie, l'anthropologie, la sociologie. On a été obligé d'étudier cela sur le coup pour pouvoir expliquer la politisation des chiffres et la fabrication de certains chiffres. Étant historien, ce n'était pas facile.
extrêmement difficile de quitter de l'histoire, d'aller découvrir l'anthropologie immédiatement et pouvoir écrire quelque chose. En même temps la sociologie, en même temps l'économie et la statistique elle-même qui ne nous laissait pas avec les calculs et tout. Donc, c'est davantage une thèse fourre-tout parce que j'étais tout seul dans le domaine. Le mot est haïssable, c'est vrai, mais j'étais tout seul dans le domaine parce que personne n'y comprenait rien. On faisait le reproche au département, mais on a laissé les mathématiques en terminale. Qu'est-ce que tu nous ramènes encore là? Ça, bon, c'était pas facile d'interpréter les calculs et tout. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que j'ai parfois le sentiment que j'ai un peu raté cette thèse parce que beaucoup d'aspects n'ont pas été approfondis, notamment la politisation des chiffres en elle-même. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à redire. Depuis que j'ai intégré l'IRN-CAM, je me rends compte de beaucoup d'incongruités que j'ai écrites dans ma thèse, des réactions à chaud. J'aurais pu prendre le temps, si j'avais eu connaissance de certains articles ou d'autres documents qui en avaient déjà parlé avant. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici, apprendre davantage, parce que dans cette thèse, j'ai échoué faute de connaissances. On dit que mon peuple périt faute de connaissances. J'ai péri faute de connaissances. J'aimerais apprendre davantage, notamment sur la politisation des chiffres en elle-même, les institutionnalisations des statistiques également. J'ai écrit sur l'éducation, les statistiques sur l'éducation, les statistiques sur la santé, les statistiques sur les prix. Et à l'intérieur, vous avez trouvé la comptabilité, ce qui m'a d'ailleurs... c'est la première raison même pour laquelle je suis venu, parce que les chiffres comptables, voilà encore ce qu'on appelle, que j'appelle pour moi une bête noire. Les chiffres comptables, on n'y comprend rien. Si on veut écrire une histoire sur les statistiques des prix au Cameroun, il faut bien comprendre la comptabilité. J'en attends beaucoup. J'en ai des archives que j'avais repérées avant la fermeture des archives nationales de Yaoundé en 2012. C'est l'étape qu'on puisse, jusqu'en 2024, 12 ans après, que le fonds de commerce des historiens continue d'être fermé. C'est franchement regrettable. Voilà. Je pourrais prendre, c'est pas, 1 heure pour parler des statistiques. J'en suis vraiment passionné parce que je sais que les chiffres peuvent même expliquer la mentalité de la gouvernance qu'on vit au Cameroun. On peut l'expliquer par les chiffres. Les chiffres expliquent tout. Et les chiffres ont une puissance inimaginable. Derrière les chiffres et derrière la fabrication des chiffres se cache un contexte, des contextes et des circonstances historiques insoupçonnables. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu exploiter, faute d'expérience, et que j'aimerais bien recommencer cela. J'aimerais bien réécrire ma thèse, ou réécrire quelque chose d'autre que ce que j'ai fait. Une autre façon d'écrire, avoir une autre façon d'approcher les chiffres que celle que j'ai fait en tant que, c'est pas, novice ou... Voilà, c'est là mes plus grands attentes. Enfin, je vais continuer dans mon fourre-tout, quoi, mais en ayant une expérience quelque part. Et Papa Cardiao. Je suis doctorant en sociologie du tourisme à l'Université Assane-Seck de Ziguinchor. Et pour la thèse, je travaille sur les relations entre le tourisme et l'Église
et principalement sur ce qu'on appelle la résilience. Je pense que tout le monde en entend parler aujourd'hui de ce concept. Donc voilà, je travaille principalement sur une commune qui est dans la région de Ziguinchor, c'est à l'extrémité de Ziguinchor au sud, par rapport à l'endroit où nous trouvons, c'est à plus de 700 km ici. Voilà, donc pour cette thèse, l'idée principale c'est de travailler sur des stratégies de résilience, c'est-à-dire d'adaptation des acteurs touristiques, mais aussi d'identifier les différents enjeux ou défis liés à ces acteurs par rapport à le travail. Donc comme source, j'utilise principalement les sources documentaires. Et généralement, quand on parle de résilience, je ne vais pas faire un travail sur ce domaine sans citer par exemple Amy Werner, qui a, à partir de 1989, a travaillé sur ce concept avec des études longitudinales, mais aussi des auteurs comme Carl Weck, qui a travaillé sur le concept de sens, le sens making, à partir de 1995, mais aussi beaucoup d'auteurs qui sont très célèbres dans ce domaine, comme entre autres Boris Cyrulnik, qu'on surnomme aussi le père de la résilience moderne. Je travaille aussi sur des sources qualitatives. Donc j'ai interrogé pas mal d'acteurs, institutionnels notamment et organisationnels dans le domaine du tourisme, mais aussi des sources quantitatives. Donc pour cette étude, j'ai enquêté 136 entreprises touristiques. Bon, quand je dis entreprises touristiques, il y a plusieurs types d'entreprises, des établissements d'hébergement touristique, des entreprises qui sont dans la restauration, des agents de voyage, etc. Voilà, par rapport à mes attentes aussi pour ces réflexions, bon, je vous le dis tout de suite, moi je suis allergique aux chiffres. Au collège et au lycée, je faisais partie de ceux qui sautaient le mur là pour rentrer à la maison, car le prof de match se pointait. Donc voilà, pour ces journées aussi, je m'attends à ce que voilà, qu'il y ait une amélioration académique du point de vue des chiffres, et pour une meilleure contribution aussi dans les recherches scientifiques. Parce que dans le domaine du tourisme, il y a beaucoup de chiffres que nous exploitons, les arrivées touristiques par exemple, voilà, les recettes, etc. Il y a beaucoup de chiffres. Donc sur ce point de vue-là, il y a ces attentes-là que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Comme Madame Béatrice l'a souligné tout à l'heure, je suis de la part de ceux qui ont appelé la soutenance de leur mémoire de master, sauf une lettre stoppée pour les problèmes de gouvernance universitaire. Nous attendons la prochaine sélection en thèse. Alors, mon projet de thèse s'intitule Production et innovation statistique au Cameroun, le cas de l'INS, l'Institut national de la statistique. Alors, l'esprit qui m'a animé dans le choix de cette thématique vient du fait que lorsque je rédigeais mon mémoire de master, que j'ai intitulé d'ailleurs les relations commerciales entre le Cameroun et la Chine, voulant faire une différence entre les approches qualitatives, parce qu'il y en avait beaucoup. Je voulais faire une approche, un mémoire strictement statistique. Je voulais donc interroger les chiffres. Je me suis posé la question de savoir, bon, tous les travaux portant sur la Chine disent que le Cameroun c'est une relation gagnant-gagnant, oui, c'est bien, mais que disent les chiffres par rapport à cette relation-là? Alors, pendant que je mène mon terrain, je fais mon terrain, j'arrive à l'INS, l'Institut national de la statistique, pour consulter un rapport. On me fait malheureusement savoir que les archives ont disparu, les archives ont brûlé. Et je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait du chiffre au Cameroun? Pourquoi et comment est-ce qu'on peut en arriver à ce niveau? Le goût pour le chiffre commence à venir petit à petit et je me retrouve en train de discuter avec les aînés, donc le docteur Eric Onana qui est là,
qui me conseille de continuer dans la même lancée que lui. Mais là, comme j'ai dit, production et innovation statistique. J'aimerais beaucoup plus interroger les innovations. Je veux savoir quel est l'impact réel de l'Institut national de la statistique dans la prise des décisions au Cameroun. Parce que c'est un problème réel. On a comme l'impression que on blague avec le chiffre. Pour la petite histoire, je me retrouve avec des étudiants qu'on a cooptés comme ça à l'université de Yaoundé 1 pour une enquête de terrain. On arrive dans une commune, pas très loin de Yaoundé, et on doit interroger les ménages. Voilà, pendant qu'on distribue les fiches de collecte, on nous fait savoir que la fiche va coûter 1000 francs CFA. On distribue les fiches et certains de nos collègues vont s'asseoir dans les chambres pour remplir le faux d'identité. J'aimerais donc savoir, à partir de cette étude, comment est-ce que l'INS produit ces chiffres, les manipule, les conserve et peut-être aussi les publie. Comment est-ce qu'on les transforme pour les publier? Donc, de façon globale ou de façon très ramassée, voilà la quintessence de ce travail, de ce projet-là. Parce que là, jusqu'à présent, je ne sais pas encore si un jour je vais pouvoir l'accomplir, je vais pouvoir travailler dessus, vu que je ne peux pas faire un travail et ne pas se tenir dessus. Donc, j'attends. Par rapport aux attentes à l'issue de ce programme, j'aimerais bien être un historien de l'économie. Et qui dit économie dit chiffre. J'aimerais bien apprivoiser le chiffre, le comprendre, le manipuler et faire des analyses chiffrées tout le temps. Le goût pour le chiffre commence à venir petit à petit et j'espère que plus tard je pourrai peut-être devenir comme Madame Béatrice, parce que je n'ai pas encore eu sa thèse, mais j'ai quand même le titre. Je travaille avec la thèse du docteur Eric Onana. Et je crois que en sciences sociales, on peut apprivoiser le chiffre. En passant, permettez-moi, j'aimerais bien faire les yeux doux à Madame Béatrice, en lui demandant si elle peut bien vouloir co-diriger ma thèse au moment venu. Je vous remercie. Bonjour à tous. Et moi, je m'appelle Ikacha Sedi Massaoudou et je suis étudiant inscrit en deuxième année de thèse au département de sociologie. C'est-à-dire inscrit en deuxième année de sociologie, socio-anthropologie de développement à l'université de Niamey. Et mon sujet porte sur rapport de pouvoir et stratégie de négociation en matière de planification familiale dans la commune rurale de Kalfou. Et Kalfou, c'est une commune rurale située au centre du Niger, c'est-à-dire dans la région de Tawa. Et ici, rapport de pouvoir, c'est-à-dire j'aimerais étudier les rapports qui existent entre non seulement les femmes et les hommes, mais aussi les rapports qui existent entre les aînés. Par exemple, la question de planification familiale ou la question de la fécondité, elle n'est pas décidée uniquement entre le couple. Il y a aussi l'implication des belles familles et des aînés. Et donc, c'est cela que je voudrais étudier, les rapports de pouvoir qui existent entre les femmes, les maris, et les belles familles, et ainsi de suite. Et je voudrais aussi voir les stratégies de négociation utilisées par les femmes,
c'est-à-dire pour déjouer le rôle du genre. Et face à ces difficultés, parce que le service de planification familiale au Niger, il est vraiment caractérisé par un contexte de difficultés variées. C'est vraiment un sujet tabou. Et donc, j'aimerais voir, c'est-à-dire les stratégies que les femmes utilisent pour déjouer le rôle du genre. Et comme source de données que je veux utiliser, c'est d'abord les articles scientifiques, les ouvrages, c'est-à-dire les socio-documentaires, les documents déjà, la littérature déjà existante, et les rapports d'enquête de l'INES, Institut national de statistique. Et après, des données empiriques à travers des entretiens individuels de focus group et des questionnaires. Parce que j'aimerais utiliser une approche mixte, c'est-à-dire la combinaison de la recherche qualitative et quantitative. Étant donné qu'au Niger, en fait, au département de sociologie précisément, c'est la méthode qualitative qui a été vraiment considérée. En fait, la plupart des étudiants en master et en thèse, c'est la méthode qualitative qu'ils utilisent. Donc, j'aimerais, c'est-à-dire utiliser les deux pour vraiment dépasser et pour casser ce mythe-là. Et comme attente, comme nous ne sommes pas habitués au département d'utiliser la méthode qualitative, donc j'aimerais vraiment apprivoiser les chiffres-là, savoir comment utiliser les chiffres dans ma thèse, comment les interpréter, quel sens donnerais-je à ces chiffres dans ma thèse. Et voilà l'essentiel de ce que je veux faire. Mbane se trouve dans la région de Saint-Louis. Nous sommes dans Saint-Louis, précisément. Et plus vers le nord, on va vers Mbane. Alors, Mbane a connu un problème assez important et assez intéressant du point de vue foncier. D'abord, avec la crise alimentaire et avec tout simplement la venue des gros investisseurs étrangers comme nationaux, les populations de Mbane ont octroyé plus de terres que Mbane en dispose. Mbane dispose d'une superficie de 190 000 hectares et 250 000 hectares ont été octroyés à des investisseurs nationaux et internationaux, à des hauts gradés de l'armée et à des hommes politiques. Alors, que les populations les plus vulnérables, qui disposent tout simplement des ressources, sont confrontées à des défis globaux tels que les changements climatiques. Ces populations vulnérables, très pauvres, ne disposent que de la terre qui va subvenir à leurs besoins. Or, ces terres ont été octroyées à d'autres personnes. Alors, l'objectif de notre travail, c'est quoi? À travers les systèmes d'information géographique, qui est une branche de la géométrie, aller sur place, mais au-delà des systèmes d'information géographique, nous, on s'intéresse particulièrement au système d'information géographique participatif. C'est-à-dire que l'information part du citoyen lambda vers tout simplement les autorités. En fait, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Aller à Mbane, essayer de discuter avec les populations d'abord, pour qu'elles adhèrent au projet, et ensemble, on va essayer de délimiter les espaces géographiques, les cartographier, doter des populations d'arguments, de cartes, pour que ces populations puissent donner, puissent avoir des éléments et des arguments qui leur permettent de revendiquer leur espace. D'abord, à quoi ça consiste? Discuter avec les populations, les sensibiliser sur la question importante des ressources foncières. Ensuite, avec ces populations, elles vont elles-mêmes délimiter les espaces, nous montrer quels sont les espaces à cartographier en passant des concessions, des champs, des espaces publics, bornes, fontaines, écoles, infrastructures, cimetières et autres, et dresser tout simplement un tableau statistique où on va avoir une base de données.
Parce que généralement, on remarque que dans nos centres urbains, c'est vrai, les services de cadastre ont généralement des plans. Mais dans les villages, il n'y en a pas. Donc, comment disposer des plans de village qu'on va remettre au chef de village, parce que c'est ensemble qu'on va travailler sur le terrain, mais aussi les résultats seront validés par eux-mêmes. Ils vont nous apporter un maximum d'informations. Nous, à travers ArcView, on va essayer tout simplement de cartographier les sites, mais ces populations, une fois qu'on fasse le travail technique, il va falloir tout simplement retourner au sein de ces populations et ensemble, on va valider le travail. Voilà globalement ce qui nous intéresse dans cet espace. Donc, à la fois, on va allier un travail de chef documentaire, c'est vrai, mais il nous faut aussi aller sur place et essayer de voir comment cartographier l'espace, dresser tout simplement un bilan avec tout simplement un plan bien déterminé, avec tout simplement, je ne sais pas, une base de données et pouvoir maintenant établir des cartes géographiques. Hein. Essayer de voir aussi comment ces populations pourront disposer d'un outil qui leur permettent ultérieurement de revendiquer tout simplement ces espaces qui les appartiennent. Donc voilà vraiment ce qu'on va travailler. Tous ces jeux-là, non uniquement dans le recensement, et comme l'a dit Béatrice avec notre première initiation, ces chiffres nous renseignent un peu sur les rapports entre la hiérarchie et les administrés. Comment aussi ces gens qui, malgré la domination coloniale, fuyaient le paiement de l'impôt, avec tous ces jeux-là, et ces chefs de province aussi qui voulaient montrer qu'il était en mesure de lever des impôts, jouer sur ces chiffres-là. Et dans toujours le ciblage, j'ai eu à questionner les produits agricoles. Et c'est le lieu de préciser que ce département de Linguère est une zone écogéographique. C'est la zone sylvopastorale, mais aussi c'est pratiquement une zone sèche. Et il y a les produits agricoles. Parmi ces produits, j'ai ciblé la gomme arabique. Certainement, vous connaissez la gomme arabique. Et le label qu'on a au niveau du Ferlo, dans cette zone du Ferlo, on peut l'assimiler au label qu'on trouve dans le Kordofan au niveau du Soudan. Après, la gomme du Soudan, c'est véritablement la meilleure qualité qu'on trouve au niveau du Ferlo. Et ce produit était utilisé dans les industries pharmaceutiques en Europe, dans la pharmacopée et aussi dans la confiserie et dans l'industrie même textile en Angleterre. Alors, c'est un produit intéressant, même si à côté, il y a d'autres produits agricoles où on a aujourd'hui à Egyptia Balanites avec du sou qu'on exploite. Mais avant, c'était beaucoup plus la gomme arabique où il y avait véritablement des quantités très, très intéressantes. À côté, il y avait la gomme blanche qu'on utilisait un peu dans l'alimentation. Mais avec la gomme arabique, véritablement, il y a eu des quantités très importantes. Et quand on interroge ces chiffres, nous nous rendons compte, nous pouvons, à travers l'étude des chiffres, connaître les zones les plus productives et les mois les plus productifs. Parce que quand nous les mettons dans les graphiques, on voit les pics. Au moment où je vous parle, il y a des industries saoudiennes qui se sont implantées dans cette zone et qui exploitent la gomme. Et le problème foncier revient encore. Vous voyez un peu ces interconnexions. Vous voyez un peu, quand nous triangulons, les mêmes problèmes qu'on retrouve partout. Le problème du foncier de la terre. La terre, elle soulève toujours des passions. Et celles-ci ne s'estompent guère. Elles s'aiguisent à mesure que se précisent les politiques de mise en valeur. Si vous allez au nord avec Céline van der Motten, la fille de Motten, de Van der, qui se trouve en Belgique, depuis qu'on a commencé la mise en valeur au niveau du fleuve, il y a toujours ces problèmes. Peut-être l'enjeu pour le 3e millénaire, ce sera des enjeux fonciers. Vous voyez que dans l'exploitation de la gomme, on attribue des hectares à ces exploitants. Étant donné maintenant une zone sylvopastorale, vous voyez, avec le bétail, il y a certainement les bovins qui n'utilisent pas ces produits-là, mais il y a les caprins qui ramassent ces produits. Et pour connaître un peu la gomme, dans la recension littéraire par rapport à nos sources, dès que vous interrogez Paul Bellois, il va vous dire que l'acacia werek
Et l'enfant du désert, c'est dans les zones chaudes, c'est comme l'exploitation des caoutchoucs ailleurs. Donc c'est véritablement des arbres qui ont besoin de ce climat-là pour produire véritablement, c'est de l'exploitation naturelle. Des fois, il y a les produits qui tombent. Et vous voyez les problèmes qu'il y a maintenant entre les agriculteurs et les pasteurs. Dès que quelqu'un conduit véritablement la bétail dans ces zones-là, il ramasse véritablement ces produits-là. Et il y a des enjeux aussi par rapport au développement durable. Véritablement, c'est ça un peu notre sujet, notre champ d'étude. Et par rapport à nos sources, nous avons des devanciers, comme je l'ai dit. Il y a des mémoires qui sont produits sur cette zone-là, sur l'histoire coloniale, depuis les Jean Boulet, avec les Baïtiam, les Paradiaï, les Enisha de Boston. Et nous avons aussi les sources archivistiques. Parce que quand il y a eu la domination coloniale, avec le réflexe des Européens, avec le fonds documentaire qui se trouve déjà ici à Saint-Louis, avec des botanistes qui étaient là, c'est le lieu de saluer véritablement l'effort de mon collègue Alioune, qui réside ici, et qui, dans ses recherches, tombe sur des choses sur véritablement la gomme arabique ou les autres produits et les envoie. Mais au niveau des archives de Dakar, nous avons des séries très intéressantes. La série G, par exemple, avec les rapports périodiques, mais aussi des séries sur un peu les produits agricoles tels que la série R, la série U et la série S aussi sur les droits de douane et sur l'impôt. Voilà ce que je voulais dire et je pense qu'on aura l'occasion d'élargir. Nous avons l'ambition de cibler d'autres produits et avec ces sessions de formation, ces 15 jours par rapport à mes attentes, je pense que nous serons davantage outillés pour intégrer les chiffres dans nos analyses. Merci beaucoup.